Aujourd'hui, je reçois Alexis qui est Solution Engineer chez Retool, la solution low-code qui permet de déployer rapidement des solutions data et IA. Retool a déjà convaincu des géants comme OpenAI et Nvidia aux États-Unis ou Pernod Ricard et Decathlon en France. Alexis va nous parler de la genèse de la solution et de comment elle s'insère dans la moderne data stack. Par exemple, quelle est la différence entre Retool et les outils de BI. Ensuite, on va comparer son positionnement par rapport à celui des concurrents. Pourquoi ils ont décidé de faire un outil low-code, mais pour les devs. Enfin, il va nous parler plus globalement de la tendance du low-code dans la data et l'IA. Hello Alexis, ça va? Très bien et toi? Super, bah écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast pour en apprendre un peu plus sur le low-code dans la data et l'IA. Cet épisode est rendu possible par Retool. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter comment tu t'es retrouvé Solution Engineer chez Retool pour commencer, s'il te plaît? J'ai, un parcours assez classique. Je fais mon école donc je termine Centrale il y a 4 ans à peu près et dans la foulée, je prends un poste chez Théodo en tant que software développeur. J'ai la chance en fait de travailler sur les grands programmes de transformation. Je suis à la Digital Factory de la BPI et de la BNP et pendant tout ce temps, il y a un peu un sujet, sous-jacent auquel je m'intéresse énormément qui est, les accélérateurs de développement dans le but de gagner, beaucoup en productivité. Et je m'intéresse en fait beaucoup aux solutions low code, ce qui est une hérésie un peu dans le milieu des développeurs. C'est quelque chose qui est plutôt décrié comme étant, on dit souvent: «No code, no qualité», c'est ce qu'on me disait beaucoup à l'école et là donc je m'intéresse, vachement à ça, à tel point que, je lance une business unit pour low code là-dedans, en me rendant compte qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont changé de positionnement. Avant, il y avait ce qu'on appelait un peu les citizen développeurs, c'était quand on faisait coder les métiers directement et là, c'est un peu les nouveaux éditeurs qui sont, pour les techs et donc moi, en tant que tech, je m'y retrouve beaucoup mieux. On a lancé cette business unit, en 2 ans et demi, on a fait, une cinquantaine de projets clients, pour essayer de vraiment de montrer que ça scale en entreprise. On a pu travailler avec, Price, la BNP, avec, des fonds de private equity, enfin vraiment beaucoup de projets de ce côté-là et forcément, j'ai quand même un peu mes chouchous pendant que j'ai fait ces différents projets et celui qui m'a le plus plu, c'est Retool de loin, d'où le fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit: «Passe de l'autre côté, vas-y» et c'est comme ça que je me suis retrouvé du coup solution engineer là-bas. Donc toi, tu lances finalement la practice low-code pour Théodo. Ouais. Et donc à ce titre-là, tu vas intervenir en particulier à ce moment-là aussi sur des projets data déjà? Oui, en fait, justement, quand on parle de low code, c'est vraiment des accélérateurs sur tous les domaines, que ce soit en fait l'infra, le dev web ou, la data. Donc, typiquement, le premier projet, celui sur lequel j'ai découvert Retool, c'est une boîte qui faisait de la détection de shadow IT. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils accumulaient des millions et des millions de logs de leurs différents clients. Donc ils stockaient tout ça dans une data platform et ensuite ils faisaient tourner des algorithmes de data science dessus pour, détecter les différents SaaS et toute la partie front-end qui permettait en fait de visualiser du coup les SaaS détectés, de faire de la vérification et de créer tous les rapports qui étaient renvoyés aux clients finaux, ça c'était fait dans l'outil low code. Donc en fait, j'ai vu énormément de cas avec Retool où on adossait l'outil à une data platform existante pour, accélérer les développements et répondre mieux aux clients et mieux gérer la valeur business. C'est super intéressant de voir justement comment ces outils low-code viennent s'insérer dans les projets data existants, parce que c'est un peu ce que je me demandais. Je me disais bien que ça allait pas tout remplacer. Donc on reviendra un petit peu plus en profondeur sur les cas d'usage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de Retool et de ce que fait aujourd'hui que les équipes data adoptent la solution? Ouais, Retool, essentiellement, c'est 2 amis qui sont à Oxford, 2 entrepreneurs et à l'époque, ils veulent créer un Lydia-like, donc une solution de paiement mobile, rapide et au bout d'en fait 2-3 mois d'engineering, ils se rendent compte qu'ils passent 40 de leur temps à faire des outils internes et à ce moment-là, David, il se dit: «En fait, il y a un problème, je suis en train de passer beaucoup trop de temps à faire ça» et donc il se demande, «Est-ce que c'est normal?» Il en parle autour de lui à d'autres entrepreneurs et le constat est assez unanime sur le fait que c'est un problème hyper récurrent. Ils pivotent et Retool est né. On va permettre aux gens de créer des outils internes extrêmement rapidement. Alors depuis, la solution a quand même vachement évolué. Donc ça, c'était il y a 7 ans à peu près, hein. Aujourd'hui, il y a, plus de 500 000 applications Retool qui ont été créées. C'est une boîte qui fait plus de 100 millions de chiffre d'affaires et qui travaille avec vraiment des géants de la tech, comme tu le disais, hein, OpenAI, Nvidia, Databricks, vraiment des gros de ce côté-là. Et en fait, ils se sont beaucoup étendus sur le marché de la data pour une raison précise. Aujourd'hui, dans le monde de la data, on s'arrête en fait souvent à la BI, à la visualisation et Retool en fait permet de passer de la visualisation à l'action. Et c'est ça qui fait que les équipes viennent. Il y a plus le pain de: «Je te montre les problèmes, mais je peux pas les résoudre». Maintenant, ils peuvent du coup aller jusqu'à la rémédiation et aujourd'hui, il y a des boîtes énormes data qui sont venues, des Burger King, des Disney, des Decathlon. Donc on en voit vraiment de plus en plus aujourd'hui sur le marché. Ah, c'est excellent. Peut-être pour que les gens se projettent, moi, un exemple qui m'aide à justement, comprendre un petit peu la différence entre un outil de BI et un outil comme Retool, c'est justement que sur l'outil de BI, comme tu le dis, bah, tu montres des insights, donc tu montres de la donnée, mais tu peux pas forcément, interagir avec cette donnée avec une action. Alors que là, avec un outil comme Retool, par exemple, tu peux regarder la donnée, tu vois un problème de qualité de données, tu es capable de venir modifier la donnée sur le front que tu as de Retool et ça va venir
changer la donnée dans le data warehouse. Donc c'est un peu cette boucle retour, je trouve, qui incarne bien ce qu'on entend par, le fait d'aller, jusqu'à l'action. Après, il y a plein de cas d'usage qu'on peut imaginer dans la data science, sur l'entraînement, sur plein de choses, quoi, et on y reviendra, probablement. Tu voulais ajouter quelque chose? C'est exactement ça, effectivement le retour. Je dirais même que si on est en train d'aller même un cran plus loin maintenant, on a la vision de Retool aujourd'hui, c'est de devenir la couche applicative pour l'IA. Donc, le nouveau positionnement, qui s'accumule avec l'ancien qui était sur les outils internes et de créer des agents autonomes, mais on va en parler aussi, j'en doute pas. Oui, parce que c'est justement aussi sur cette partie IA que tu as besoin d'une forte boucle de retour en permanence, d'avoir du feedback sur la pertinence, notamment sur les agents IA ou les LLM de manière générale, on voit. Ce qui peut être intéressant pour commencer, c'est que tu nous schématises un peu les grandes briques de Retool pour qu'on comprenne un peu mieux la solution. Retool, du coup, moi, quand je le visualise en 3 parties. La première, c'est l'ensemble des connecteurs. C'est ce qui va te permettre, en fait, de te connecter à tout et n'importe quoi, que ce soit ton data warehouse, ton data lake, différentes API, les différents éléments de ton système. L'objectif pour Retool, c'est d'être très facile à intégrer, quelle que soit la stack data actuelle de l'entreprise. D'ailleurs, on axe beaucoup de choses sur les partenariats. On a été élu très récemment, Databricks Emerging Partner of the Year et c'est une vraie stratégie de l'entreprise de pouvoir facilement, être connecté dans n'importe quelle, stack data. Adossé du coup à cette couche-là, il y a une couche un petit peu sous-jacente qui est obligatoire aujourd'hui quand on fait de l'enterprise, qui est toute la partie sécurité et gouvernance. C'est ce qui permet, forcément d'être vraiment une plateforme qui est, acceptable par les RSSI dans ces domaines-là. Et après, la dernière partie, c'est, tout ce qui est création de software. Et là, il y a 3 types de software qu'on peut aller créer. La première, c'est des front-ends, des interfaces homme-machine. L'idée ici, c'est qu'on a accès à une banque de composants réutilisables qu'on peut drag and dropper. Donc c'est vraiment une interface de programmation visuelle. On voit directement en fait ce qu'on fait, c'est du what you see is what you get, en tout cas directement. Et non seulement du coup on a cette librairie qui est réutilisable, on peut en fait aussi ajouter de la logique métier très facilement à travers de scripts, de code. Et c'est ce qui fait on a une solution qui va extrêmement vite, tout en étant très flexible. Et donc on peut traiter beaucoup de cas d'usage. C'est pas un SaaS qui a un seul cas d'usage précis. J'en présenterai plus tard plusieurs pour schématiser ça un petit peu mieux. La deuxième partie du produit, c'est un orchestrateur, donc vraiment un outil de workflow qui permet très facilement de lancer des exécutions, de suivre des flows, tout ce qui est de plus classique avec évidemment quand même toute une couche autour, du monitoring des workflows, qu'est-ce qui se passe, pouvoir gérer des cycles longs, pouvoir gérer du versioning, tout ce à quoi on s'attend en tant que développeur sur les outils de workflow. Et la dernière partie, donc c'est la couche agentique dont je parlais. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir créer des agents autonomes. Quand je parle d'agents autonomes, je pense que l'exemple le plus classique qu'on donne aujourd'hui, c'est, tout ce qui est service client. Imaginons qu'on veuille créer un agent qui gère du remboursement. Dans ces cas-là, ce qu'on peut imaginer, c'est, on va définir un ensemble d'outils auxquels l'agent a accès. Donc ça peut être des serveurs MCP, donc par exemple un accès à la base de données pour voir l'historique de ce client-là, son historique de commande, si c'est un client régulier, un client qui se demande souvent à être remboursé ou pas. On peut aussi avoir des LLM as a judge pour, évaluer justement la qualité de la réponse et aussi escalader vers un humain. Et l'agent autonome, du coup, on va lui définir un ensemble d'outils comme celui-ci et après il va regarder chacun des scénarios et c'est lui-même qui va choisir les outils qu'il va mettre en place, qu'il va utiliser pour gérer des cas qui sont non déterministes. Et ça permet en fait aux équipes data de pouvoir se concentrer que là où il y a vraiment de la valeur parce qu'on automatise une énorme partie de la tâche. Et au-delà de ça, vu qu'il y a quand même la possibilité d'escalader vers un humain, on a du contrôle. Et il y a toute une partie aussi qui est hyper importante, hein, qui est toute la partie vérifier les logs, avoir accès à la qualité de la réponse produite par l'outil. Donc quand même tout ce qui va autour sur comment est-ce qu'on sécurise les qualités de l'IA, s'assurer qu'il n'y a pas de délire, qu'elle n'est pas en train de faire n'importe quoi. Donc voilà un peu les 3 grandes briques de création de software avec la couche gouvernance et la couche des connecteurs pour pouvoir parler avec et communiquer avec n'importe quel système. On parle souvent de la modern data stack sur le podcast et donc comme je le disais en intro, je trouve que c'est intéressant de repositionner Retool, à l'intérieur de cette fameuse modern data stack et donc en 2 mots, la modern data stack, souvent on identifie les grandes catégories qui représentent un peu l'acheminement de la donnée, de l'ingestion de la donnée dans le data warehouse, puis le data warehouse, la transformation, slash préparation des données, encore une fois dans le data warehouse et on arrive souvent sur la dernière brique ensuite qui est l'activation. Je fais exprès de schématiser, d'aller vite, hein, et dans cette activation, on retrouve la BI, donc la business intelligence, les projets IA, pareil, qui viennent aussi consommer la donnée qui a été préparée et parfois, aussi une autre, sous-catégorie qui va être le reverse ETL qui permet d'envoyer les données dans des outils tiers comme, des CRM ou des outils de marketing, par exemple, genre on va envoyer ces segmentations dans ces outils-là, des choses comme ça. Retool, moi je le vois comme une nouvelle sous-catégorie de l'activation, notamment sur cette partie action, possibilité de vraiment, interagir avec les données et de, aller modifier ces données via un front directement, dans le data warehouse pour reprendre l'image, dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que tu es en phase avec ça ou est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais ajouter? Je suis hyper en phase et je te rejoins complètement sur le fait que l'usage principal de Retool, c'est ça, c'est de pouvoir, aller au-delà de la BI jusqu'à l'action. Maintenant effectivement, avec Retool, on peut aussi
faire de la BI et on peut aussi faire du reverse ETL avec les outils de workflow et les front-end. Donc en réalité, on peut agir sur les 3 différents secteurs. Tu me parlais un peu de low-code de manière générale. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que dans la Modern Data Stack, c'est quand même là où, dans la partie action, on voit le plus de low-code qui fonctionne. Mais le low-code, ce que ça veut dire, c'est surtout, une simplification de la techno au travers l'interface de programmation visuelle. On devrait en fait en retrouver sur quasiment toutes les briques de la chaîne, à terme et je pense qu'on se dirige quand même vers ça de manière générale. Bah, c'est vrai que c'est déjà le cas. Souvent, la philosophie de la Modern Data Stack, il y a pas mal d'aspects différents, mais il y a un gros aspect qui va vers la simplification, le fait de rendre accès à ces technologies à des profils qui sont pas forcément extrêmement techniques, même si, parfois, il y a quand même des interfaces de code. Effectivement, c'est un bon point parce que par définition, avec un outil low code avec lequel tu peux faire du front, avec lequel tu peux faire des actions, tu peux imaginer aussi avoir, des tableaux de bord. Peut-être pour certains tableaux de bord, c'est pratique de les faire sur Retool une fois que tu as l'outil en place, que tu utilises, qu'il est connecté aux données et cetera. Et tu peux aussi imaginer finalement, vu que tu as tous ces connecteurs dont tu parlais, faire, des cas d'usage de reverse ETL et envoyer des données directement dans des outils tiers d'activation, quoi. Mais tu peux aussi imaginer avoir, ces différents outils qui co-vivent. Après, ça va dépendre des clients et de leurs choix, bien entendu. Exactement. Pour finir sur ce sujet un peu de positionnement et de bien comprendre ce que propose Retool, quelles sont les raisons principales pour lesquelles les clients choisissent Retool, aujourd'hui, tu dirais? En fait, j'en vois 3 qui sont majeures. La première, elle est commune à quasiment tous les outils low code, c'est, la vitesse à laquelle on peut itérer avec l'outil. Tout est fait pour aller vite et c'est un cercle qui est hyper vertueux forcément. On réduit les cycles d'itération. Du coup, on est aussi beaucoup plus proche en fait des métiers et donc c'est un outil qui est extrêmement apprécié par les métiers de par le fait qu'on répond beaucoup plus vite à leurs besoins et donc on amène beaucoup plus de valeur business dans des temps, qui sont hyper courts et le time to market aujourd'hui, c'est essentiel pour quasiment, tous les business. Donc ça, c'est le premier qui est je pense le plus évident et qu'on voit tout le temps. Le deuxième, ça reste la couche de sécurité. C'est plus un prérequis qu'une vraie raison pour lesquelles les clients viennent nous voir, mais c'est vraiment la couche qui est tant obligatoire que de ne pas l'avoir aujourd'hui est problématique. On est même allé un cran plus loin dans ce qu'on peut faire. Typiquement aujourd'hui, si tu as déjà défini des règles de sécurité dans ta data stack, imaginons dans Databricks, tu pourrais directement en fait, réimporter, bah, le schéma que tu as avec, les rôles, les personas et cetera. Donc ça, c'est les choses qui permettent d'aller encore plus vite et qui garantissent aussi que ton écosystème est cohérent en fait tout au travers de ta data stack, ce qui est, hyper intéressant pour eux. Et la dernière partie, je pense que c'est ce qui était le moins intuitif pour moi, initialement, c'est les clients choisissent Retool pour l'innovation que ça leur apporte au travers le temps. Ils nous font confiance pour leur amener de l'innovation plus rapidement que eux pourraient le faire en interne, que ce soit pour des raisons de moyens, de compétences, de possibilités. Et en fait, ils misent sur Retool à moyen long terme pour amener ça. Et donc ça, on l'a fait pas mal de fois déjà cette année. Il y a les agents autonomes où, plein de boîtes peuvent en profiter plus vite dans un écosystème cadré et donc ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. On a aussi, par exemple, intégré, du Copilot, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on développe la partie front-end, on a un équivalent de ce qu'on aurait en code avec des copilots qui permettent d'aller extrêmement vite. Et ça, il y a beaucoup de clients qui se disent: «Je mise sur une boîte qui va me maintenir à jour avec l'écosystème technique et ça va en fait me garantir que je suis tout le temps on top of the game, quoi». Oui, ne serait-ce qu'aussi pour avoir les idées, savoir ce qui est possible de faire en termes d'automatisation et de mix entre de l'automatisation, de l'usage d'agents IA et cetera, quoi. Exactement, parce que du coup, nous, c'est quand même notre métier de se maintenir à jour de ça et en fait, beaucoup de boîtes qui sont plus axées côté métier ont plein d'autres problématiques à gérer et du coup, nous, on peut leur apporter ça et ces insights. J'ai 2 questions par rapport à ce qu'on vient de se dire. En termes de positionnement, j'ai l'impression que là, on a parlé un peu aussi des outils, de low code appliqués à la data de manière générale. Si on est un peu plus spécifique sur Retool, pourquoi aujourd'hui ils utilisent Retool et pas, Streamlit, par exemple, dont on entend parler, souvent sur le podcast? Donc moi, en tant qu'architecte, très souvent, quand on choisit en fait les technologies qu'on va prendre sur un projet, il y a un peu 2 grandes familles dans lesquelles on peut tomber. La première, en fait, c'est tout ce qui est, logiciel, les SaaS et l'autre, c'est le sur mesure. Et d'un côté, on manque un peu de flexibilité parce qu'on répond qu'à un seul cas d'usage et de l'autre, pour le coup, c'est des projets à mener où la maîtrise des coûts est un peu plus complexe. On sait que ça demande beaucoup de temps et c'est un peu plus incertain. Retool, d'un point de vue positionnement, il est assez unique parce qu'on essaie de se placer pile au milieu. C'est-à-dire que c'est une plateforme, on a tous les côtés accélérateurs des plateformes, mais en même temps, vu qu'on peut tout customiser, avec du code à la fin, on a quand même la flexibilité qu'on a en développement sur mesure. Streamlit, c'est un super outil, d'ailleurs je l'utilise, hein, vraiment, il y a pas de voilà, mais c'est beaucoup plus, côté, sur mesure. Il y a pas du tout le côté plateforme, le côté gouvernance qui va avec et quand on parle du coup d'industrialisation, le côté plateforme de Retool est un énorme avantage et il y a pas aussi toute la partie innovation dont je te parlais, dans le sens où, la solution est très, très bien pour faire de la BI, mais quand on veut faire des agents autonomes ou des choses comme ça, c'est pas prévu dans les développements de ce type d'outils-là. Et l'autre outil dont on me parle beaucoup, c'est souvent en fait la suite, Power Apps ou la Power Platform de manière générale. Où là, c'est le grand classique, c'est un DSI full Microsoft
qui se dit: «Bon, bah, là, j'ai une suite d'outils low-code que je peux utiliser, que je peux adosser à toute ma data qui est sur Azure. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas?» Et là, d'un point de vue positionnement, on revient un petit peu à ce que je disais au début sur les citizen développeurs. C'est ça l'approche initiale de Power Apps. C'est pas dédié pour des gens qui sont purement techniques. Ce qui fait en fait qu'ils sont obligés d'être plus dans la configuration parce qu'on peut pas en fait donner les mêmes droits d'accès à des gens qui sont pas techniques parce qu'ils ont pas les connaissances en fait pour pouvoir les gérer correctement. Et donc ça fait qu'en termes de flexibilité, en termes aussi de développeur expérience, c'est bien moindre et la maintenabilité est plus dure dans ce type d'outil-là par rapport à un retool. Et c'est ça, je pense, qui est assez unique. C'est vraiment un parti pris, c'est de se dire, on va plutôt aller désengorger les équipes data, les équipes DSI en leur donnant des outils pour aller plus vite, mais ça reste dans leurs mains pour qu'ils aient un contrôle et une maintenabilité qui est bonne, plutôt que de dire les métiers, faites ce que vous voulez et on va contrôler un peu du centre, qui est beaucoup plus dur à mettre en place et qui demande beaucoup plus de temps, de formation et de gouvernance de ce côté-là. Ouais, en fait, c'est une philosophie qui est différente. D'ailleurs, c'est ce que tu m'avais dit lorsqu'on s'était appelé, c'est que, en fait, Retool, c'était vraiment du low-code, mais pour les devs. Et donc, c'est ce dont je parlais aussi en intro, parce que ça m'avait marqué pour comprendre. Et en fait, pour garder l'analogie avec d'autres technologies, par exemple, Streamlit, c'est plutôt pensé, je pense, pour des business analysts. Et donc, en fait, effectivement, la philosophie d'implémentation va pas être la même. Là, c'est vraiment dans la main des équipes dev. C'est juste que ça leur permet d'aller plus vite. Et du coup, tu vas pouvoir mettre en place, tous les éléments que tu aurais eu envie de mettre en place, en tant qu'équipe dev et donc ça va peut-être être plus adapté effectivement à l'industrialisation, à la scalabilité, à la maintenabilité. Lorsque je pense que sur, du Streamlit, tu vas peut-être pouvoir aller encore plus vite au sens large parce que tu as les business analysts qui vont pouvoir utiliser la plateforme, ça va être simple à utiliser et cetera. Mais effectivement, c'est peut-être pas une solution que tu vas ensuite utiliser pour industrialiser. Tu vas peut-être avoir des limites sur des aspects de maintenabilité. Complètement et d'ailleurs, du coup, même d'un point de vue même, organisationnel, une chose que les gens apprécient beaucoup sur, Retool, c'est quand on introduit, en fait, des nouvelles technologies dans les DSI, on se pose souvent la question, en fait: «Qui va le faire?» Et là, tu as un énorme avantage de cet outil-là, c'est que si tu prends tes développeurs, tu peux les former et faire une transition, rapide et facile vers ces technologies-là. Donc d'un point de vue organisationnel, c'est un choix qui permet, une continuité au niveau des équipes et ça, c'est très apprécié et moi, en tant que développeur, j'aime beaucoup retrouver les choses. Je perds pas mes repères quand je pars dedans. Je retrouve, plein d'éléments. Je retrouve, ma CI/CD, je retrouve mon versioning, je retrouve, mes tests. Je retrouve plein de trucs, en fait, qui sont hyper importants pour moi et qui me donnent aussi de la confiance en l'outil et en ce que je suis en train de faire. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est pas une question directement liée à ça, mais c'est que je me dis ça, on a procrastiné suffisamment le fait de parler un peu plus spécifiquement de cas d'usage, donc ça va permettre de se projeter. Tu peux nous illustrer un ou 2 usages spécifiques, plutôt justement sur la data et l'IA, pour qu'on, se rende compte un peu aussi, peut-être de la diversité? Parce que je parlais de cas d'usage très simples, mais, je suppose qu'il y en a plein, quoi. Je vais t'en donner plusieurs, comme ça vraiment tu pourras voir un peu la globalité. Je crois que tu as reçu David Lépicier sur, le podcast, du coup qui est, Data and AI Director, pour, Pernod Ricard. Aujourd'hui, ils l'utilisent sur tous leurs programmes de transformation, data et IA et je peux t'en donner les 2. Le premier, par exemple, c'est les commerciaux quand ils sont sur le terrain, ils ont, plein d'informations qui viennent de la data platform sur ce qu'ils devraient proposer en fait aux différents clients qui sont en train de voir quand est-ce qu'ils devraient aller les voir, qu'est-ce qu'ils devraient leur proposer. Donc plein d'informations qui leur permettent vraiment de mieux gérer leur paye commerciale. Ils l'ont aussi utilisé, par exemple, sur les équipes, marketing et là, l'idée, c'était plutôt, en fait, de leur donner des insights sur ce qui se passe côté marché. Donc ils se sont branchés, à Snowflake, à pas mal de third party, pour avoir plein d'informations sur l'état actuel du marché, de ce qu'ils devaient faire en termes de campagne de com et du coup, ils s'en servent, en fait, pour récupérer les informations et préparer leur campagne de communication derrière, quelle qu'elle soit, avec aussi la génération de contenu qui va avec. Ça, c'est, Pernod Ricard qui font tout ça. Tu as, Stripe, eux, c'est approche complètement différente. Ils se sont dit: «On a pas mal de données sur nos employés, on aimerait refaire un peu le système RH qui permet de faire de la suivi de performance, de la suivi de qui vient, qui sort et cetera et aussi tout ce qui va être, login, mot de passe, enfin les grands classiques» et ils avaient le choix entre prendre un SaaS sur mesure ou de partir sur du Retool et ils se sont dit: «Bah, on va prendre Retool» et ils l'ont fait comme ça. Donc maintenant, en fait, ils pilotent toute la flotte de personnes grâce à une application Retool. Tu as, OpenAI aussi, où tous les gens aujourd'hui chez OpenAI ont une licence Retool quand ils arrivent, de base dans la boîte et ils gèrent toutes les utilisateurs et les conversations problématiques grâce à ça. Donc en fait, quand il y a une conversation qui se passe mal et que ça remonte vers un humain, ils peuvent gérer ça au travers d'une interface Retool. Donc c'est vraiment très, très large en termes de cas d'usage et on commence de plus en plus, à aller aussi vers des usages d'agents autonomes. Alors c'est très récent en fait, là, au moment où on se parle, ça fait, 3 semaines que c'est sorti. Donc il y a que quelques clients qui l'ont en bêta, donc j'ai pas encore une ribambelle de cas d'usage, mais typiquement, Reckitt, donc qui est, un conglomérat en gros d'équipes marketing dans l'idée. Aujourd'hui, en fait, eux, on a fait un projet avec le BCG et Retool justement pour, automatiser une grande partie de leur travail. Ils estiment qu'ils ont gagné, quasiment 40 de temps dans leur semaine au global et en fait, faut imaginer que là, pour le coup,
C'est pas un cas d'usage précis qu'ils ont automatisé, c'est une grande partie de la chaîne de valeur et d'ailleurs, c'est ce en quoi on croit quand on regarde les agents autonomes, c'est qu'en fait, il y aura pas, un agent autonome qui fait plein de choses, c'est plutôt une multitude d'agents. Il faut imaginer qu'ils font tout ce qu'on peut imaginer, donc ça va être, de la génération de contenu, ça va être, de la génération d'insights, ça va être, de la création de decks de slides, ça va être, enfin, vraiment plein de choses qu'on peut imaginer là-dessus. Plein de petits agents qui parfois peuvent faire gagner 5, 10 minutes, peut-être 1 heure et en fait, c'est mis bout à bout quand on a des centaines et Exactement. centaines dans l'organisation que tu as, la productivité de la boîte, qui augmente. Je rebondis une seconde sur les premiers que tu as évoqués, par exemple, chez Pernod Ricard. C'est marrant, c'est typiquement un exemple où, tel que tu en parlais, on avait presque l'impression que c'était, de la BI dans l'usage. Est-ce que, justement, parce que là, on n'est pas rentré dans le détail, mais à chaque fois, l'objectif, c'était aussi d'être sur Retool parce qu'il y a quand même certains aspects des projets où ils ont envie de pouvoir récupérer du feedback, enfin, et qu'il y a ce côté action qui était hyper important? Ou c'est que eux typiquement, ils se sont dit: «Non, nous, en fait, une partie de la BI, on l'a fait sur Itool». Alors, ils font une partie de la BI sur Retool et ça, c'est un parti pris. Là, c'est aussi une question de gestion de projet. Ils ont commencé par ça parce que c'est la première phase qui est la plus simple à mettre en place et là, ils sont en train de se diriger vers les actions. D'ailleurs, du coup, les commerciaux sur les terrains, ils savent quoi faire, mais une fois qu'ils l'ont fait, ils peuvent le signaler et faire remonter l'information de ce qu'ils ont fait sur le terrain. Donc, tu as effectivement cette boucle de feedback d'action qui est en train d'arriver sur les différents applicatifs de leur côté et là, c'est plutôt l'avantage d'avoir une plateforme qui est all-in-one, qui permet de faire le tout et du coup d'avoir toute ta chaîne de valeur au même endroit. Les 3 types de produits dont je te parlais, les agents, les workflows et ça, tout communique évidemment, ensemble et donc ça permet d'avoir un écosystème qui est stable, plus simple à maintenir et avec tout au même endroit. En fait, c'est un seul et même use case qui va venir après leverager les différentes briques. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par de la BI, parce qu'au début, il fallait déjà leur dire, voilà, que tu disais un peu quel, magasin faut aller visiter et cetera pour les commerciaux de Pernod Ricard, par exemple, notamment. Ensuite, il y a la partie action parce que tu peux commencer à imaginer que justement, ils vont dire: «Bah, là, c'était une bonne idée, là, c'était une mauvaise idée, là, je sors de la visite» et donc tu as du feedback qui remonte avec une boucle ou même peut-être sur la data quand cette recollage, je la trouve un peu bizarre ou des choses comme ça. Oui. Et qu'ensuite, tu as une troisième phase qui va arriver sur carrément des agents IA qui vont pouvoir encore enrichir l'expérience et tout ça finalement sera sur la même plateforme depuis le départ. OK. Ouais, j'avais pas forcément vu que ça allait se séquencer comme ça. On va pas avoir le temps de creuser beaucoup plus, de cas d'usage, aujourd'hui. Ensuite, je voulais qu'on prenne un petit peu de recul sur, justement cette tendance du low code dans la data et l'IA, qui est une tendance qui s'accélère depuis, quelques années, mais que moi je vois, de l'extérieur. Je suis clairement pas aussi expert que toi sur le sujet et donc je suis curieux que tu nous partages, ta vision justement, du sujet. Quels sont les éléments intéressants à avoir en tête sur ce qui s'est passé ces dernières années et ou ce qui va se passer dans le futur? Bon, déjà, c'est hyper excitant parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a vraiment une explosion en ce moment du low-code de manière générale. Quand on regarde le monde du software, Gartner, ils ont sorti une étude. Il y a 5 ans, il y avait eu que du WordPress, plus ou moins en low-code un peu partout. Mais là, on est en train de manger de plus en plus de cas d'usage, notamment côté data. Il y a quasiment 70% du web aujourd'hui qui est créé en low-code. Quand on regarde l'évolution, c'est un peu ce que je te disais avant sur le fait que le low-code, ça veut pas forcément dire grand-chose. Je parlais avec un DSI côté BNP il y a pas longtemps qui me disait, moi petit, je codais en assembleur. Quand j'ai vu les nouveaux frameworks sortir, c'était déjà du low-code pour moi. Ton React, ton machin, c'est ça, tu vois? Et en fait, il a raison. On tend toujours à simplifier les choses, mais le trade-off, c'est souvent la qualité. Et les interfaces de programmation visuelle, ça existe en fait depuis 20 ans. Il y a eu plein de tentatives et je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est aujourd'hui le trade-off qu'on a en termes de qualité par rapport aux avantages, donc notamment la partie, vitesse et la capacité à industrialiser ces projets-là. On est un peu à un sweet spot où le ROI, il est enfin positif et ça fait que quelques années que c'est le cas et je pense que ce qui a vraiment fait la différence, c'est quand les éditeurs ont un peu changé de mindset et se sont dit: «Comment est-ce que je simplifie le travail de développeurs dont c'est déjà le métier pour leur permettre d'aller plus vite?» qui était ce qu'on faisait historiquement avant pour, gagner du temps, plutôt que de se focaliser sur des personas non techniques et de leur mettre des outils entre les mains qui étaient du coup plus durs à faire scaler. Et donc aujourd'hui, on en voit, partout. Power BI, c'est clairement un outil low code aujourd'hui. Donc on en voit en côté BI, on en voit côté action. Je sais qu'aussi il y a beaucoup d'éditeurs qui sont en train de sortir des outils de workflow où tout est visuel. Donc il y en a vraiment partout. Snowflake fait ça, Databricks fait ça, mais tout le monde est en train de le faire. Et moi je pense qu'à terme, ça va super, super bien se marier avec toute la vague IA qu'il y a en ce moment. Parce que l'autre un peu trend qu'on a, c'est l'IA marche mieux dans des environnements qui sont cadrés. Et ça, moi, je le vois tout le temps quand je développe avec, des copilotes, des clients. En fait, je passe la plupart de mon temps à lui donner un peu des prérequis, des standards de comment est-ce qu'on doit faire les choses. Et vu que le low code, par essence, est forcément un peu il y a un peu plus d'opinion dans du low code parce que vu qu'on simplifie, on fait des choix, on se limite quand même. C'est pas de la magie non plus. Et ben, en fait, l'IA marche mieux dans ces environnements qui sont contraints parce qu'il y a moins de possibilités. Elle peut moins délirer, il y a moins d'options qu'elle a. Même les outils copilot qu'on voit dans les outils low code, d'ailleurs celui de Retool, ça marche vraiment très, très bien parce qu'il y a qu'un seul composantable, alors qu'on peut customiser de plein de manières différentes, mais à la base, il y a une manière de les faire.
Et ça, c'est surpuissant et donc moi, je m'attends à ce qu'on continue dans cette direction-là, à vouloir simplifier les technologies. Peut-être trop d'avantages, que ce soit sur la partie, vitesse, valeur business, le ROI de ce côté-là. Ce que je retiens aussi, c'est vraiment ce shift, de passer de on fait du no code finalement pour des profils non tech à du low code pour des profils tech et donc tu disais qu'il y a encore plein de développeurs pour lesquels, c'était une hérésie, il y a pas si longtemps et tu penses que là, il y a aussi un shift d'adoption qui va aussi, contribuer à cette accélération? C'est que, toi, dans ton entourage, les développeurs, ils sont de plus en plus friands et ils acceptent d'utiliser des plateformes où ils vont moins coder au quotidien, quoi? Bah oui et en fait, moi, je l'ai vu. Quand j'ai commencé la business unit local à Théodo, les gens se disaient: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Et peu de gens voulaient en faire. Les gens venaient me voir en me disant: «Mais je vais être un moins bon développeur, je vais voir moins de choses, les projets vont du coup aussi être moins intéressants» et ils se disaient: «En fait, techniquement, je vais perdre en niveau, j'ai moins de valeur» et en fait, aujourd'hui, je pense il y a vraiment un shift qui est en train de se faire et c'est aussi dû au fait que la tendance IA nous amène à de plus en plus avoir un rôle qui est d'architecte et moins d'être opérationnel sur le terrain. On a toujours besoin d'avoir la connaissance, mais on voit quand même un shift vers, il faut plus être bon en conception qu'en écriture de code pur et le low code est dans la même dynamique et aujourd'hui, moi, au début, pour recruter les gens, c'était compliqué, fallait vraiment les convaincre. Aujourd'hui, ils viennent me voir pour me dire: «Bah, en fait, j'ai envie de tester les trucs, j'ai envie d'être au courant de ce qui se passe» et donc le shift, il est hyper notable et même dans la communauté, c'est ce qu'on voit, les premiers no code summit qui est, c'est en fait, c'est le plus gros événement français qui est organisé par, le syndicat français des professionnels du no code. Donc c'est un énorme événement où il y a, je pense, plus de 1 500 personnes qui sont réunies à Station F. Chaque année, en fait, il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de boîtes qui viennent et on voit bien que c'est le moment où c'est en train de boomer, complètement. Et du coup, on voit qu'il y a aussi un lien, même dans l'adoption, hein, je pense avec le buzz qu'il y a eu autour, des IA génératives, qu'on voit qu'effectivement maintenant tu as une partie du code qui va potentiellement être, écrit, par, des IA et en parallèle, vous avez aussi créé une fonctionnalité, d'agent IA dans Retool. Bon, tu as dit qu'il est encore récente au moment où on se parle, mais on est passé peut-être un peu vite dessus au départ. Tu peux nous réexpliquer juste comment elle s'agence par rapport aux différentes, briques et ouais, à quoi ça sert peut-être dans un cas simple? Je pense qu'il y a un truc qui est important à voir, c'est, quand on parle d'IA solutions, tu as d'abord les solutions un peu ChatGPT, que tout le monde utilise, on a l'habitude. Ensuite, tu as les applications qu'on appelle les apps, les AI enabled apps, où là, on va embarquer du coup de l'IA dedans, ça va être toute la partie, chatbot. Ensuite, dans l'évolution, il y a eu tous les ce qui était les workflows avec de l'IA dedans. Donc là, pour le coup, ça reste en fait déterministe parce qu'on suit quand même, un ensemble d'embranchements, if else, pour voir ce qui se passe. Et là, en fait, on arrive du coup vers des agents qui vont marcher, comme je le disais initialement, dans des situations qui sont aussi non déterministes. Parce qu'on va lui donner un ensemble d'outils. Ce qui est très bien, c'est quand on les définit une fois, on peut les réutiliser à droite à gauche. Donc il y a aussi vraiment ce côté plateforme là-dedans. Et c'est l'agent lui-même qui va choisir quel outil est-ce qu'il va utiliser. La manière dont ça s'agence, c'est n'importe où dans ta chaîne de valeur où tu peux le faire. Donc je parlais du remboursement et je pense que c'est vraiment un bon cas d'usage. Dans ton flux de remboursement, quand les demandes vont arriver, la première chose qui va se passer, c'est qu'en fait, du coup, ta data platform va te dire: «Il y a une nouvelle demande de remboursement qui vient du front-end où le client a fait l'action». De là, la donnée, du coup, elle va être donnée à l'agent. Lui, il va pouvoir choisir ce qu'il fait et ensuite, l'output de l'agent, en fait, il est multiple. Ça peut soit être une action directement en base de données avec un serveur MCP, c'est lui-même qui va faire l'appel, à Stripe, pour, rembourser les gens. Soit il va décider, de faire appel à un autre agent qui, lui, va aller vérifier la qualité de l'information. Soit il va, en fait, écrire une nouvelle information dans une base de données qui, là, pour le coup, est dédiée à des humains, qui, eux, en fait, vérifient et ça te permet, en fait, d'escalader vers des humains. Donc c'est vraiment un agent qui va être au sein de ta stack, qui va exister comme si ça avait été un développeur, alors il pas un développeur non plus, mais comme s'il était développeur au sein de ta stack même et qui va agir en ce sens. Écoute, Alexis, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? On a un peu parlé quand même d'agents et il y a un white paper qui est sorti en fin d'année dernière que je trouve très bien en fait pour, appréhender ce milieu-là et en plus pour le coup c'est digeste, il y a qu'une quinzaine de pages. C'est pour ça que je l'aime bien aussi parce que ça permet d'aller assez vite et de comprendre rapidement. C'est sorti par Capgemini et ça explique vraiment le cheminement de où on en est et donc je le conseille aux gens et on le mettra en description je pense aussi. Carrément. Bah, tu m'enverras le lien et je le partagerai, super intéressant. Et enfin, qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser? Théodo, c'est une boîte qui a une culture lean, énorme et en fait, j'en ai tiré pas mal de choses de ça et donc il y a un concept derrière qui est l'apprentissage continu et il y a 2 choses que j'ai vraiment retenues qui m'ont permis de m'améliorer, énormément. La première, c'est en fait voir, tous les problèmes que tu rencontres comme étant des opportunités d'apprendre et de vraiment aller creuser ce que tu as vu. Donc le cas classique, c'est, la prod est tombée et quand tu te poses sur le problème, très souvent, on pourrait s'arrêter à juste, on éteint le feu, on prend un backup, on le remet. Et là, c'est de se dire: «Mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle est vraiment tombée? Est-ce que, il y a une personne qui avait pas eu l'information qu'elle aurait dû avoir? Est-ce qu'en fait, j'ai eu le droit de faire une action sur un serveur où j'aurais peut-être dû le sécuriser plus?» Et donc tu réfléchis beaucoup plus en forme de système, disons, que juste en éteindre des feux.
Et quand tu jumelles ça à un deuxième un peu principe de ligne qui est d'être tout le temps sur le terrain, là l'idée vraiment, c'est, moi il y a un moment où j'avais une dizaine de projets en cours, je passais beaucoup de temps avec les différentes équipes à voir en fait c'est quoi leurs problèmes réels, concrets. Ça fait que tu t'intéresses aux problèmes qui arrivent vraiment et donc quand tu jumelles les 2, tu es en train de creuser des problèmes, réfléchir en système sur des situations qui sont concrètes et donc qui ont du sens et ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément progresser. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps. D'ailleurs, peut-être avant de conclure, si des équipes data, IA de l'audience souhaitent échanger avec toi, ça se passe comment? LinkedIn, mail, tout est bien, il y a aucun problème, donc non, non, avec plaisir, pour aider les gens et leur parler. Bah écoute, je partagerai ton LinkedIn et ton mail en description. On va finir là-dessus. Merci Alexis d'être venu parler de Retool Merci à sur toi. le podcast. C'était super intéressant. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode dans l'audience. Peut-être mettez-nous un petit commentaire où que vous soyez. Venez aussi liker et commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Alexis pour diffuser cet épisode si ça vous a plu. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Alexis. Merci. On a créé un dossier dans lequel on a listé les 40 chantiers data et IA à lancer en 2025. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs prochaines étapes, les prochains projets qu'ils vont lancer. On les a centralisés dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description.